La phénoménologie est médiatrice, chronologiquement, c'est la façon la plus simple déjà, c'est-à-dire elle paraît en 1807, donc quand Hegel n'est plus le Hegel de jeunesse et qu'il n'est pas encore celui de la vieillesse, je veux dire, c'est déjà au milieu de sa carrière. Premièrement, c'est celle de l'homme mûr. Ça met fin à ses œuvres de jeunesse et ça inaugure les textes de la maturité. Donc c'est déjà médiateur à ce niveau-là. Donc, il y a une médiation entre l'esthétique du début et le politique de la fin. Je rappelle quand même au problème du début. Deuxièmement, c'est une œuvre médiatrice parce que Hegel dit lui-même qu'il veut en faire une visée didactique. Il faut médiatiser l'abstrait, le savoir absolu de la philosophie pour tout un chacun. Ne pas que vulgue, folk, c'est le même radical. Vulgum, en latin, c'est les langues européennes, elles ont tout un look commun. Vulgum, c'est le peuple, folk, c'est le peuple. Vulgariser, c'est mettre à la portée de la collectivité ce qui était le savoir privilégié de quelques-uns. C'est ça, vulgariser. Dans la visée, la phénoménologie est explicitement didactique. Et ce faisant, Hegel dit bien qu'il fait exprès de prendre le contre-pied de celui qui symbolise le romantisme philosophique, c'est de Schelling. Parce que Schelling disait que l'absolu doit être le privilège de quelques-uns, d'une élite, doit être ésotérique, c'est pas à la portée de tout le monde. Ésotérique, ça veut dire que le peuple ne rentre pas dedans. Il y a un enjeu politique, quand même, vous voyez bien. Il y en a un qui veut partager, l'autre qui dit non, il faut que ça reste. Il faut faire descendre la conscience philosophique à la conscience commune et élever la conscience commune à la conscience philosophique. Double mouvement. Il y a une visée pédagogique très à la mode depuis l'Émile de Rousseau. Et je dirais même depuis la Renaissance. Si vous regardez bien, vous avez tous entendu parler qu'il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Ben ça, c'est Montaigne, c'est la Renaissance. C'est la fin de la Renaissance. Prenons le début de la Renaissance, Rabelais. Les passages les plus célèbres de Rabelais, c'est quand il soumet Gargantua à la nouvelle éducation, celle de l'humanisme, de la Renaissance, où on mange des légumes et pas seulement de la viande, n'est-ce pas? Où on essaie de comprendre ce qu'on dit à l'église au lieu d'entendre Kyriel. Vous savez d'où vient le mot Kyriel? Il m'a récité des Kyriels de citation, on ne sait pas. Ça vient de Kyrie eleison à l'église. Kyrie eleison. À force de le répéter, on ne comprenait plus, on disait des Kyriels. Vous voyez, ça illustre bien le propos de Rabelais qui bon, ça c'est, je ne vais pas faire un développement sur tout. L'idéal humaniste, c'est de revenir aux sources, aux textes, de comprendre ce qu'on fait. Les fenêtres s'agrandissent, la lumière de l'Italie arrive dans les brumes du Nord. On s'instruit un peu, pas? On retrouve l'héritage antique quand même, qui est allé bien loin. Et que, alors que Charlemagne, souverain médiéval par excellence, il fallait qu'un moine lui prenne la main pour faire une croix sur son traité, là, parce qu'il ne savait même pas écrire. Il faut lui reconnaître le mérite d'avoir encouragé la création d'écoles dans l'Empire. Voilà. Donc, je suis en train de dire quoi? Que de Rabelais à Montaigne, la préoccupation pédagogique est constante. Et là, je réponds maintenant sérieusement, philosophiquement à la question, parce qu'il y a un lien avec le politique. Le pédagogique est l'antichambre du politique. Former le gamin, c'est le préparer à la future citoyenneté. Et pour clore cette parenthèse, je ferai une citation de Hegel à laquelle j'attache beaucoup d'importance. Hegel aimait citer lui-même ce sage antique dont j'ai oublié le nom, peu importe, c'est une tradition orale, à qui on avait demandé quelle est la meilleure manière d'élever mon fils, ma fille, mes enfants. La réponse est faisant le citoyen d'un État dont les lois sont bonnes. Si tu ne résous pas le problème politique, c'est pas la peine de te poser le problème pédagogique. Vous vous rendez compte? À l'heure où fleurit un pédagogisme qui pour moi est tout le contraire de la pédagogie, d'accord? Qu'on fait comme si on pouvait faire abstraction de tout le monde extérieur, du monde politique, mais on peut faire une éducation idéale. Non. Je peux avoir un système idéal dans ma tête, moi, comme père, mais j'ai comme concurrent, dans le métro, déjà, mon gamin, quand il va à l'école, il y a 30 affiches qui lui disent le contraire. Je veux dire, faut pas déconner, il faut pas faire abstraction du monde qui nous environne. Donc, quelle est la meilleure éducation donner à mon fils, faisant le citoyen d'un État dont les lois sont bonnes? Ça va loin, ça, hein? Rousseau, le fait d'avoir, à travers l'Émile, fait le premier Bildungsroman, roman de formation, comme on dit en Allemagne, qui va inspirer des œuvres aussi importantes chez les Allemands que les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, le chef-d'œuvre final de Goethe, hein, où l'on voit effectivement le devenir du petit bourgeois de son enfance jusqu'à la maturité, avec tout ce qu'il gagne, tout ce qu'il perd, hein, toutes les illusions qui s'écroulent, et la figure inoubliable de Mignon. Vous avez ça, et vous avez la phénoménologie de l'esprit qui vient prendre sa place, vous voyez, dans l'histoire littéraire, comme un Bildungs, certains y voient un Bildungsroman. Ou là,
la formation de la conscience depuis son rapport au monde sensible, à l'immédiat, jusqu'au savoir absolu, en passant par toutes les étapes. Voilà. On ne va pas épuiser ce qu'il faudrait appeler ici la surdétermination du concept de médiation. Si vous préférez que je parle en français, c'est médiation en abîme, surdétermination. Donc j'ai montré par exemple la médiation. Il faut toujours aller du sens le plus évident au sens le plus difficile, le moins apparent. Le premier sens, c'est médiation au sens vraiment empirique, comme on voit le milieu M sur un segment AB. Donc dans la chronologie, entre le jeune Hegel et le vieux Hegel, il y a le milieu de sa vie, 1807, parution de la phénoménologie, œuvre médiatrice. Après, je l'ai dit, c'est une médiation dans la mesure où ça se veut, au dire même de Hegel, une œuvre qui fait la médiation entre le savoir et le non-savoir. Donc visée didactique, je ne reviens pas à Bild roman. Troisièmement, c'est une médiation entre une médiation nécessaire à l'introduction du savoir absolu. Alors là, c'est bien intéressant. C'est-à-dire que Hegel pense à chaque ligne de la phénoménologie, il pense à l'ouvrage qui va suivre et qui est la grande logique. La phénoménologie, au départ, il faut voir un peu l'histoire de la publication, au départ, il voulait appeler système de la science à la suite de Fichte, du savoir, système du savoir, science au sens allemand du savoir par opposition à l'opinion, c'est plus extensif que la science au sens du CNRS aujourd'hui. Ça l'inclut, bien sûr, ça ne s'y oppose pas, et voilà, ça ferait un peu le pont entre les sciences de la nature, les sciences humaines, tout ce que vous voulez. Et sauf qu'il s'est aperçu qu'on ne pouvait pas aller directement dans ce qu'il appelle, maintenant on voit bien son vocabulaire, l'élément de la science. L'élément est toujours un sens de milieu ambiant chez Hegel. L'élément, c'est comme l'élément marin pour les poissons. Hein? Or, pour être dans l'élément du savoir, on n'y arrive pas comme ça. De même que si je vais dans l'eau sans apprendre à nager, je coule à pic. Hein? L'élément du savoir, il faut commencer par parcourir toutes les étapes du non-savoir. C'est ça la phénoménologie. Toutes les illusions par lesquelles je suis passé et qui rendent nécessaire le savoir. Parce que si j'enseigne directement le savoir comme ça, je vais être abstrait, je ne vais pas être convaincant. Les gens ne vont pas se reconnaître là-dedans. Tandis que si je montre toutes les figures dans lesquelles ils ont incarné leur visée, c'est ça la phénoménologie, d'accord ? Dans laquelle leur subjectivité s'est incarnée et est devenue objet, à telle époque, à tel moment, à tel lieu. L'individu s'incarne à la citoyenneté dans la cité grecque, il s'incarne à l'honneur à l'époque de Corneille du début du XVIIe siècle, l'honneur féodalique monarchique si vous voulez, puis la conscience s'identifie à la culture, hein, je parle de tous les titres des chapitres de la phénoménologie. Hein. Vous vous rappelez, il y en a un chapitre qui s'appelle la culture avec cet incroyable sous-titre, le monde devenu étranger à soi-même de l'esprit. L'esprit se retrouve à travers la culture là où il s'était perdu, quoi. D'accord. La religion, la conscience pense sa vérité dans le religieux, d'accord. C'était l'avant-dernier chapitre de la phénoménologie, hein, la religion avec sa triple partition, la religion naturelle, l'animisme, la religion esthétique, le monde grec, la religion absolue, ou religion révélée, les religions du livre, comme on dit. Judaïsme, christianisme, islam, etc. Donc, je veux dire, à chaque fois, c'est pas le vrai tel qu'en lui-même. C'est les étapes par lesquelles le vrai a dû passer au travers de la conscience. Donc, c'est médiation dans ce sens-là, la phénoménologie. Elle est en permanence médiation. Médiation entre non-savoir et savoir. Hein, mais pas ici entre celui qui sait, au sens pédagogique, et l'élève qui ne sait pas, mais à l'intérieur de soi-même. Et enfin, la phénoménologie elle-même n'a été rendue possible qu'à partir du moment où il y a eu le grand virage d'Iéna. Je dis ça parce que tout le monde sait que la philosophie est liée à l'étape d'Iéna. C'est important de rappeler que les philosophes allemands ne sont pas français, donc s'il n'y a pas Paris et puis la province, ça c'est très français, c'est très centralisé, c'est pas la Révolution qui inaugurait ça, c'est les rois hein, depuis longtemps. Alors que dans l'Allemagne, plein de villes ont été et sont même pour une part des capitales. Munich est la capitale royale pendant des siècles du royaume de Bavière, qui est une grande puissance à l'époque. Berlin est la capitale de la petite Prusse, ou du Brandebourg, comme on voudra. Francfort.
Donc toutes ces villes-là ont leur opéra, leur théâtre, leur palais, leur parlement, quelquefois, c'est des centres, c'est polycentré. Or, l'intellectuel allemand, donc, fait un espèce de, on dirait pas tour de France, mais un tour d'Allemagne. Hegel a un poste d'abord à Nuremberg, puis vous voyez, à Heidelberg, Jena, etc. Enfin, bref, comme le Derrida, d'ailleurs, chacun d'eux, comme Schelling aussi, parcourt des étapes géographiques. Pourquoi j'insiste sur ce côté-là? Parce que c'est à Jena, quand il est à Jena, que la philosophie paraît, que la phénoménologie, pardon, paraît. Et même, la tradition veut, il y a une part de légende, mais une part pas loin de la vérité, c'est que il aurait mis le point final à la phénoménologie au moment où les Français rentrent dans la ville, ou la bataille d'Iéna de Napoléon. Ça ne s'invente pas des trucs comme ça. Au moment, le discours philosophique, la première fois, montre que l'histoire est la vérité de la recherche du philosophe, hein, s'écrit au moment où l'histoire frappe à la porte à coups de canon. Quand même, fait irruption dans la tranquillité de la conscience de l'intellectuel qui jusque-là, depuis le clerc du Moyen-Âge, était à l'abri des abbayes à traduire des textes anciens. Voilà, c'est intéressant. Donc, encore une fois, médiation, ça s'est passé à Iéna. Or, juste avant la phénoménologie, il venait d'écrire, et c'est le texte que je vous recommande, même s'il est difficile à trouver, mais on le trouve sur Internet, la première philosophie de l'esprit, où apparaît pour Hegel ce qui manquait, la médiation absolue qui lui manquait, pour réunir toutes les contradictions, pour les mettre en synthèse, pour les médiatiser les unes les autres, parce que les contradictions sont toujours des extrêmes d'un syllogisme pour lequel il faut trouver un moyen terme, n'est-ce pas, pour les concilier, à savoir ce fameux passage de cette première philosophie de l'esprit, donc écrite, je vous rappelle, en 1805, où il analyse, il a encore un vocabulaire schellingien, les trois puissances de l'esprit, puissance au sens potentiel, c'est-à-dire les trois instances sans lesquelles, comme des graines, sans lesquelles l'esprit ne pourrait jamais pousser. Hein. Ces trois sont la mémoire dans l'ordre, le langage, jusque-là, c'est pas des révolutions. Il y a longtemps, depuis l'Antiquité, qu'on sait le rôle que joue la mémoire dans l'apparition de la pensée, etc. Il n'y a qu'à voir Mnémosyne chez les Grecs, la muse Mnémosyne. Le langage, bien sûr. Il y a tout un dialogue de Platon consacré au langage, le cratyle, hein, d'où viennent les mots. Et bien sûr, et ça, c'est beaucoup moins évident, pour la première fois, l'outil. Pour la première fois, un intellectuel, un philosophe, dit que pour que l'esprit surgisse, il faut qu'il y ait d'abord l'outil. Et l'outil, alors c'est au sens propre, hein, c'est pas une métaphore. Hein. Et pourquoi? Et c'est là, j'insiste sur le côté médiateur de l'outil. Parce que l'outil est le seul qui permet de passer, par exemple, de ce qui est dans ma tête, de ce qui est pour moi, de ma tendance, de mon but, de mon désir à la réalité. De devoir être, de ce qui devrait être, à l'être. Car avec l'outil, je fais quelque chose qui existe, qui est aussi matériel que les choses naturelles. Sauf que, à la différence de ce qui est naturel, dans ce qui est produit par l'outil, je reconnais la réalisation d'une fin et non pas d'un mécanisme aveugle. Donc, vous voyez, l'outil va avoir une puissance médiatique. Et surtout, et on revient ici à sa préoccupation pédagogique, l'outil dure plus longtemps que le travailleur et que l'objet travaillé. Ça, Marx le reprendra, presque mot pour mot. Je termine ce développement-là. Hein. Le travailleur s'épuise dans le travail, l'objet travaillé, n'en parlons pas, je sais pas moi, la carrière par exemple, sur laquelle je travaille comme cantonnier, elle disparaît au fur et à mesure que j'en arrache des cailloux. Ce qui reste, c'est l'outil. Donc la génération d'après, elle recommence pas à zéro. Elle rend l'histoire possible, elle rend le progrès possible. L'outil rend le progrès possible. Je ne sais pas pourquoi je dis elle. Je pensais à la pioche. Il rend le progrès possible. On ne redémarre pas à zéro. L'enfant du néolithique va partir non pas des galets éclatés, mais de la pierre polie, qui est déjà un progrès, ou de la pierre taillée, ou même de l'os, de travail de l'ivoire, du premier travail de métallurgie du bronze. Et à chaque fois, on ne repart pas à zéro. On gagne un temps fou. Et Hegel va jusqu'à dire que des choses qui ont demandé à l'esprit humain des millénaires de tâtonnement sont devenues maintenant des jeux d'enfants éducatifs. Le temps qu'on gagne. Voilà. Je tenais à cette parenthèse, à cette fonction-là de la médiation.